Un coup d'épée et le règne de l'empereur Elsdant est terminé. Carnephélia était prête à faire des sacrifices. Par conséquent, la mention de la malédiction par Yenfried ne l'a pas sauvée de la mort. Elsdant a ri en disant qu'elle ne vivrait plus non plus, que la personne qu'elle veut impressionner ne l'appréciera pas, que son mari ne pleurerait pas sa mort. Mais Carnephélia n'écouta pas son frère et enfonça l'épée de plus en plus profondément. Elle devait détruire ce salaud avant l'arrivée de son mari, même au prix de sa propre vie. Elle savait que, même si elle était elle-même Elsdant, la malédiction fonctionnerait, et qu'elle ne pourra plus renaître après ça, et personne ne se souviendra d'elle. En mourant, Yenfried a déclaré qu'elle ne lui serait pas pardonnée. Elle est tout de même de sang impérial et participe à la destruction de son pays. Mais Carnephélia savait qu'elle faisait la bonne chose. Avec le dernier souffle de Yenfried, l'empire Elsdant tomba. Carnephélia sentit que son moment était proche. La malédiction palpitait déjà dans ses veines et s'approchait de son cœur. Finalement, celui qu'elle attendait arriva. Elle a demandé pardon de l'avoir privée de la possibilité de se venger et d'avoir causé ses souffrances. C'est fini maintenant. Carnephélia lui souhaitait de trouver le bonheur, et elle tomba dans ses bras. La chaleur quitta progressivement le corps, mais il l'enlaça de sa chaleur et de son arôme. La princesse Carnephélia n'a jamais eu le temps de lui faire part de ses sentiments. Son étreinte fut la dernière chose que son esprit enregistra, et aussi les cris des rebelles, et il y avait du vide. Carnephélia avait tellement envie de revoir son sourire. Quand elle apparaissait sur son visage, il ressemblait à un prince de conte de fées. Lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, lorsqu'elle était enfant, c'est son sourire qui l'a captivée. Cela a également été remarqué par son frère, avec qui elle était destinée à devenir ennemie. Soudain, Carnephélia ouvrit les yeux et vit qu'au lieu d'un câlin chaleureux, une couverture l'enveloppait. Une voix féminine lui a souhaité « Bonjour, c'est sa nounou qui l'a trahi plus tard. Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Il se passait quelque chose d'incompréhensible. Carnephélia sauta du lit. Elle fut arrêtée par le reflet dans le miroir. Elle était redevenue une enfant, dans ma chambre. Apparemment, la malédiction l'a ramenée à son enfance. On croyait que l'empire Elsdant était dirigé par une famille bénie par Dieu. Si quelqu'un décide de tuer un représentant de cette famille, il sera maudit. De telles légendes circulent depuis le tout début de l'Empire. Cela protégeait la famille impériale des émeutes et des tentatives d'assassinat, ce qui était la bénédiction de Dieu. Une caractéristique distinctive de la famille Elsdant était les cheveux dorés. Mais la deuxième princesse Carnephélia est née avec des cheveux noirs. On pensait que les personnes aux cheveux noirs n'avaient pas de chance. Par conséquent, de son entourage, elle a reçu le surnom de princesse maudite. Le père de l'empereur, voyant qu'elle avait hérité de la couleur des cheveux de sa mère, lui proposa le nom de Carnephélia. C'était le nom d'une fleur venimeuse. Tout le monde évitait cette maudite princesse, sauf une personne, sa nounou. Elle a toujours essayé d'être là, mais il s'est avéré que ce n'était pas sans intention malveillante. Et puis, au réveil, Carnephélia la revit. La nounou s'est dite préoccupée par son état. Mais selon elle, elle était heureuse de s'être réveillée. Carnephélia se plaignit d'un mal de gorge et demanda de l'eau. Elle a immédiatement couru chercher un verre. Tout le monde gazouille à quel point le sourire de Carnephélia la rend heureuse. Avant étant une enfant dans l'âme, Carnephélia souriait beaucoup. Mais maintenant qu'elle connaît la vraie nature de la nounou, elle en est dégoûtée. Elle toucha le verre d'eau. Celui-là était tout simplement glacial. Mais Carnephélia a dit qu'elle avait mal à la gorge. Probablement avec du poison aussi, pensa-t-elle. Carnephélia a proposé à la nounou de boire de l'eau, car elle courait probablement partout. Un sourire hypocrite apparut sur son visage. Elle la remercia et but. La nounou s'empressa aussitôt de prendre congé, se rappelant qu'elle n'avait pas encore préparé le petit déjeuner. Elle m'a dit de sonner à la moindre envie. Mais après avoir quitté la chambre de Carnephélia, la nounou a cessé de sourire. Elle soupira de soulagement de ne pas avoir mélangé de poison à l'eau cette fois. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé chez cet étrange enfant, comme si elle savait tout sur les mensonges et le poison. Mais comment est-ce possible? La Carnephélia actuelle savait vraiment tout. C'est grâce à la nounou qu'elle a grandi comme une enfant si faible et si maladive, parce qu'elle lui donnait du poison tous les jours. Mais maintenant, c'est fini. 5 jours se sont écoulés depuis le réveil de la nouvelle Carnephélia. Elle a commencé à améliorer sa santé. J'ai commencé par la nutrition. Maintenant, elle propose d'abord à la nounou d'essayer chaque plat. Elle n'ajoute pas encore de poison. Apparemment, j'attends que Carnephélia récupère un peu. La nounou travaillait constamment selon ce schéma. Elle l'a amenée à un épuisement complet avec du poison, puis a fait une pause pour que la princesse se sente mieux,
puis l'a empoisonné à nouveau. Malheureusement, avec une nourriture aussi maigre, il était difficile de reprendre des forces. Et la nounou n'appréciait pas vraiment de marcher au grand air, ce qui serait aussi une bonne chose. Cette fois, Carnephélia a refusé l'aide de la nounou pour se laver. Non seulement elle pouvait se laver, mais elle pouvait aussi essayer de durcir à l'eau froide. Et bien que les promenades soient interdites, personne ne peut interdire à Carnephélia de rendre visite à son père. Par conséquent, après s'être lavée, elle enfila sa tenue habituelle et se rendit au palais impérial. Naturellement, elle était accompagnée d'une nounou, qui, remarquant les regards effrayés de son entourage, tenta de la persuader de changer d'avis. La foule fut surprise, car personne n'avait vu la maudite princesse depuis longtemps. Quelqu'un lui a conseillé de ne pas la regarder, car ce serait malheureux. Carnephélia a continué quoi qu'il arrive. Elle avait besoin de voir son père, mais à la porte du bureau, elle fut arrêtée par le chambellan. Ce n'est pas possible sans inscription préalable. Carnephélia lui reprochait son manque de cœur. Il aurait pu prévenir l'empereur de l'arrivée de sa fille. Le chambellan a accédé à la demande. 1 minute plus tard, il revint et nous invita à entrer. L'empereur accepta de l'accepter. Elle a laissé la nounou devant la porte. Vous n'avez pas besoin d'oreilles supplémentaires pour parler avec votre père. Kiré d'Alpen-Elsdant s'est assis à son bureau et a signé quelques papiers. La visite de sa fille n'a suscité chez lui aucune émotion particulière. C'était un peu comme rencontrer une vieille connaissance, ton formel sans salutation chaleureuse. Il a immédiatement voulu savoir ce qui l'avait amené à lui. Puis Carnephélia répondit directement. Elle a dit que du poison était ajouté à sa nourriture et à ses boissons, il y a longtemps. Elle décida donc de lui demander s'il avait donné l'ordre. La question surprit l'empereur, mais il ne l'a pas montré. Juste un rhume, et si c'était le cas? Entendu Carnephélia. Elle le remercia et prit congé. L'empereur l'arrêta, lui demandait de répondre à sa question. Il s'intéressait à son attitude face à cela, à ce qu'elle ferait ou voudrait faire. Carnephélia se réjouissait dans son âme. Elle a réussi à l'intéresser. Il est désormais important de profiter de cette opportunité. Il n'y aura pas d'autre chance. Elle répondit que tout était au pouvoir de l'empereur. Et s'il avait prévu de la tuer, il en sera ainsi. Le chambellan fut stupéfait de la réponse de la petite princesse. L'empereur y réfléchit. Il ressemble à un enfant si fragile et maladif, épuisé par les brimades constantes. D'où vient-elle la force d'une telle insolence? L'empereur décida de demander ce qui se passerait s'il lui ordonnait de se suicider. Au lieu de répondre, Carnephélia se mordit immédiatement la langue et du sang coula de sa bouche. Le chambellan se précipita aussitôt pour essuyer le sang. L'empereur cria qu'il avait assez de jeu. Il n'a pas ordonné qu'elle soit empoisonnée, mais il peut punir le coupable. Carnephélia s'y attendait. Elle a répondu qu'elle n'était pas intéressée par la vengeance. Cela surprit l'empereur. Qu'est-ce qui l'intéresse alors? Carnephélia a repris courage et a demandé de lui donner une chance. Ses projets étaient bien plus ambitieux. L'empereur appréciait cela. Il pensait qu'elle demanderait à sauver sa vie, et non à avoir la possibilité de se battre pour le trône. Ce n'est peut-être pas un enfant si inutile. Sa mère l'a déçu. Il n'espérait plus rien de sa progéniture aux cheveux noirs. Mais Carnephélia prouvera apparemment que ce n'est pas en vain qu'elle porte son nom. Quand la princesse est partie, l'empereur demanda au chambellan lequel des serviteurs lui était assigné. Comme l'empoisonneur n'était pas intéressé par la mort, il devina qui était derrière tout cela. Carnephélia, malgré le fait qu'elle se soit bien comportée lors de la réunion, était épuisée. Elle était très nerveuse et voulait juste se reposer. Mais la nounou n'a pas abandonné l'interrogatoire. Elle était intéressée par le sujet de la conversation avec Sa Majesté. Elle pâlit lorsque le chambellan lui dit qu'il viendrait bientôt. Mais Carnephélia s'en fichait. Elle s'est couchée et a demandé de ne la réveiller que le matin. La nounou n'a eu d'autre choix que de lui souhaiter une bonne nuit et de partir. Carnephélia a fait des cauchemars toute la nuit. Elle rêvait de son frère, elle s'est réveillée couverte de sueur, cela la mettait en colère. Trop faible pour quoi que ce soit. Remontez le temps avec des souvenirs du futur. Et encore une fois, soyez seule dans votre lutte. Mais c'est tout pour l'instant. Carnephélia était déterminée à trouver un allié. Cette fois, elle essaiera de ne pas laisser sa malédiction l'affecter. Son raisonnement dans son sommeil fut interrompu par la nounou. Elle fut réveillée par la visite soudaine du chambellan. Carnephélia était heureuse d'accueillir des invités dans ses appartements. Le chambellan amena avec lui un nouveau serviteur, qui servira désormais la princesse. La nounou ne comprenait pas ce qui se passait. Carnephélia était de mauvaise foi cette fois. Cela dit, la nounou lui va plutôt bien. Elle avait l'habitude de prendre toutes les décisions à sa place. Cela a été dit spécifiquement. Tout le monde jeta un coup d'œil de côté à la nounou.
Elle a commencé à trouver des excuses en disant que la princesse avait été mal comprise. Elle n'a jamais décidé à sa place. Le chambellan assurait que son peuple possédait de grandes compétences et était capable d'être fidèle. Ils étaient spécifiquement chargés de redonner des forces à la princesse. Le chambellan avait également un message de l'empereur. Mais d'abord, il a demandé à la nounou de partir. Elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Carnephélia attendait la réponse de l'empereur à sa demande. Le chambellan lui tendit un parchemin. Il contenait la réponse. Mais le chambellan demanda la permission d'ajouter quelques mots supplémentaires. Il conseilla à la princesse de faire profil bas pour le moment. Après tout, le poison, ce ne sont que des fleurs. Maintenant qu'elle est sortie de l'ombre, il pourrait y avoir une tentative d'assassinat. Vous devriez être particulièrement prudent avec le second prince, nota le chambellan. Carnephélia l'interrompit. La princesse la remercia pour le conseil. Elle le ferait certainement pour sa propre sécurité, mais cela ne se passera pas ainsi. Carnephélia déroula le parchemin pour que le chambellan puisse lire ce qui y était écrit. « Je confirme que Carnephélia, deuxième princesse de l'Empire Elsdant, fait désormais partie des prétendants au trône. L'empereur ne voulait pas qu'elle se cache. Elle doit maintenant commencer le combat et prouver qu'elle n'a pas eu sa chance en vain. Le chambellan servit l'empereur pendant de nombreuses années, et il était au courant de nombreuses atrocités commises par la noblesse. Par conséquent, il a donné à la princesse des conseils qui l'aideraient à survivre. Mais cet enfant de 8 ans ne fit que sourire en réponse. La jeune fille avait plus confiance en son avenir que quiconque, sans crainte de conséquences. Carnephélia savait que la vie réserve souvent des surprises. Mais vous pouvez au moins essayer de faire tout votre possible avant que la mort ne frappe à votre porte. Elle n'allait pas se cacher et ne pas taquiner Yenfried parce qu'elle était déjà une prétendante au trône. A priori, elle est désormais son ennemie, sans même rien faire. Le chambellan commença progressivement à comprendre que l'empereur Kired et la princesse Carnephélia étaient des cartes de la même couleur. Même si elle était métisse, on sent le sang impérial en elle. Ce serait bientôt l'anniversaire de Carnephélia. Elle a dit au chambellan qu'elle souhaitait organiser une cérémonie luxueuse en l'honneur de cela. Il promit qu'il transmettrait ses vœux à l'empereur. Ce sera également une célébration de sa reconnaissance en tant que membre de la famille impériale. Dès que le chambellan quitta la pièce, une curieuse nounou fit irruption. Elle se demandait ce qu'elle avait manqué. Carnephélia n'a pas pensé à le cacher. La princesse déroula le parchemin de l'empereur et partagea la bonne nouvelle avec la nounou. Elle s'empressa de prendre congé. Apparemment, elle a immédiatement couru se présenter. La nounou était tellement confuse par la nouvelle qu'elle a oublié de grimacer de joie. Et oubliant la prudence, elle partit précipitamment. Carnephélia espérait que la nouvelle ravirait le destinataire. Finalement, Carnephélia put passer à la rencontre du nouveau serviteur. Le chambellan lui fournit 5 servantes et 6 domestiques. Ils étaient tous incroyablement polis et bien formés. Mais quant à son dévouement, la princesse avait des doutes. 2 ont été envoyés du palais impérial, 3 ont été envoyés par le deuxième prince, un autre couple a été envoyé par la troisième princesse, 2 étaient complètement nouveaux, le reste venait de l'empereur. Carnephélia a prévenu que si elle doutait de leur loyauté, elle les considérerait comme ses ennemis, puis elle a demandé aux nouvelles filles de rester. Le gaz et la fille sont restés devant la princesse. Il a dit qu'il n'avait pas demandé à être envoyé ici, mais qu'il voulait se rendre au palais impérial. La jeune fille resta silencieuse. Elle était muette. Le gars a conseillé à la princesse de se méfier d'elle. À ce moment-là, il a payé pour ses paroles. La jeune fille a brandi son poignard et il est tombé mort. Carnephélia se précipita joyeusement pour la serrer dans ses bras. « Je t'attendais, Lal !» s'est-elle exclamée. La jeune fille surprise se tenait immobile dans les bras de la princesse. Carnephélia a toujours été seule. Et la raison en était non pas la malédiction, mais son frère Yenfried. Il tuait tous ceux qui faisaient preuve de gentillesse ou s'en rapprochaient. Par conséquent, la princesse s'est habituée à éloigner les gens d'elle afin de les protéger. Mais comment elle n'a pas repoussé Lal? Elle resta toujours proche et lui fut dévouée jusqu'au bout. Lal était un cadeau préparé à l'avance par sa mère. Un ange gardien vivant pour sa douce petite fille dans ce chaudron impérial serpentin. Ce n'est pas seulement un serviteur dévoué, mais une véritable arme. Elle est formée aux techniques de combat et est déterminée à détruire les ennemis de la princesse. Carnephélia était heureuse d'avoir rencontré à nouveau sa bien-aimée Lal à ce moment-là. Après tout, le poignard n'était pas le sien. Il était caché par ce type envoyé par Yenfried. L'odeur du sang fit perdre l'appétit à Carnephélia. Mais lorsque la nounou entra dans la chambre pour l'inviter à dîner, la princesse exprima aussitôt l'envie de manger. Et la nounou a été choquée par la photo qu'elle a observée. Le cadavre d'un serviteur,
Une mare de sang et pas une seule égratignure sur la princesse. Même pas peur. Carnephélia n'avait pas vraiment envie de manger, mais elle voulait voir comment le reste des domestiques essaieraient de lui plaire. La nourriture était bonne. Ils étaient en prêt à tester la nourriture. Mais cette fois, ce n'était pas nécessaire. Carnephélia savait qu'il ne l'empoisonnerait pas maintenant. Elle l'a remercié pour le déjeuner et lui a dit qu'elle attendait avec impatience le prochain repas. La princesse quitta la salle à manger avec Lal. Après s'être assurée qu'elle et Lal étaient seuls, Carnephélia a décidé de lui révéler son secret. Elle a évoqué une malédiction pour ceux qui tuent Elsdant. Lal hocha la tête, indiquant qu'elle était au courant. Continua la princesse. Elle a dit qu'elle avait été victime de cette malédiction parce qu'elle avait décapité Yenfried. La malédiction l'a ramenée dans le passé. Dans cette réalité, elle n'a pas pu résister à Yenfried et il a tué de nombreuses personnes proches d'elle, y compris Lal elle-même. Mais maintenant, Carnephélia ne le permettra pas. Elle compte devenir impératrice et détruire l'empire Elsdant tout en protégeant son bien-aimé. Lal aurait dû être au courant, être sur ses gardes. Servir la princesse maudite ne sera pas facile. Mais elle accepta humblement tous les projets de sa maîtresse. La nounou de Carnephélia, Evelyn Vett, a parié dès le début sur le deuxième prince. Elle n'avait aucun sentiment chaleureux pour son élève. On lui a promis une grosse récompense pour service spécial. Il comprenait 3 responsabilités. Et ils concernaient tous la princesse. La première est la surveillance constante de Carnephélia. La seconde est de rendre la princesse malade et faible. La troisième est de rendre régulièrement compte de son état. Les tâches n'étaient pas du tout difficiles, étant donné que son Altesse n'était encore qu'une enfant, une petite fille naïve qui n'avait aucune idée de la trahison de sa nounou. Evelyn était même flattée de contrôler elle-même la vie et le destin de la princesse. De cette façon, elle se sentait comme une personne importante. Mais soudain, elle commença à perdre le contrôle de son protégé. Quelque chose s'est produit et tout à coup, Carnephélia est devenue têtue, passant plus de temps avec d'autres serviteurs. Evelyn a paniqué. Elle devait tout remettre à sa place d'origine quoi qu'il arrive. Elle ne savait pas comment faire, car elle ne comprenait pas les raisons de ces changements. Suivant le format précédent de la relation, Evelyn a décidé d'interroger son élève sur les événements de la veille. Beaucoup étaient intéressés par ce qui s'y passait. Au lieu de cela, les questions pleuvent sur Evelyn elle-même. Carnephélia souhaitait savoir si la nounou avait découvert qui était cet homme et qui l'avait envoyé. La nounou a répondu négativement et avec irritation. Et sa question? Carnephélia a eu pitié et a raconté comment tout s'est passé. Selon elle, le serviteur s'est suicidé en maudissant la princesse. Il a dit que c'était un avertissement pour elle et s'est tranché la gorge. Il n'a pas révélé le nom de son propriétaire. Evelyn a insisté pour que la princesse reste dans ses appartements pour des raisons de sécurité. Carnephélia a répondu par la négative. Son anniversaire approche bientôt. Lors de la célébration, Sa Majesté présentera officiellement la princesse au monde. Et elle ne peut pas le manquer. Cela donne la chair de poule à Evelyn. La nounou a immédiatement couru se présenter. Les partisans du second prince sont inquiets. Un concurrent est apparu dont on parle dans la société. Nascan d'Argent, le successeur du marquis, était de ceux qui se réjouissaient de la nouvelle d'une alternative au second prince. Il considérait Yenfried comme un monstre. Et si Carnephélia n'est pas comme son frère, alors Nascan prendra volontiers son parti. Il décida de discuter de ce sujet avec le duc Svenbach. Nascan savait que son père n'approuvait pas cette entreprise. Le serviteur désigné rendra certainement compte de leur réunion. Alors il s'est enfui. Ce qui s'est en même temps épargné de rencontrer le prince. Nuit. La chambre de Carnephélia. Une silhouette maléfique apparaît à la tête de son lit. La princesse ouvre les yeux et ne comprend pas qui se trouve devant elle. Le poignard scintille. Cela n'a fait que faire rire Carnephélia. Elle a crié « L'aile, brise-lui le cou !» En un instant, la commande fut exécutée. Le mercenaire gisait mort. Carnephélia a décidé de jeter le cadavre dans la fontaine impériale afin que tout le palais soit au courant de l'existence du visiteur nocturne. Ce mercenaire n'existait pas dans le passé. Dans la matinée, des gardes ont fait irruption dans les appartements de la princesse et l'ont fouillé. La femme de ménage essaya de les faire sortir du mieux qu'elle put. C'était une audace inouïe pour s'introduire dans la princesse. Le chevalier répondit qu'ils avaient reçu l'ordre d'un supérieur de fouiller tout le palais. Recherche en lien avec la découverte d'un cadavre inconnu dans la fontaine impériale. Carnephélia a demandé quel était son lien avec cela. Comment les chevaliers ont-ils pu permettre à un inconnu d'apparaître sur le terrain du palais? Le chevalier se sentit gêné par les questions. Oui, il s'agissait clairement d'une erreur de sécurité. Il était ennuyé que l'enfant métis l'ait remise à sa place.
Carnephélia a autorisé la poursuite des recherches, mais seulement après avoir pu s'habiller. Les chevaliers quittèrent immédiatement sa chambre. La princesse commença lentement à enfiler sa robe. Une nouvelle servante l'aidait. Carnephélia savait qu'elle était aussi une espionne, comme la nounou. Par conséquent, la princesse l'a immédiatement avertie de ne pas trop faire d'efforts avec son inquiétude et son bavardage. Il vaut mieux le laisser faire son travail en silence. Après avoir quitté les chambres, Carnephélia ne s'est pas immédiatement rendue au jardin pour prendre le petit déjeuner. Ses plans prévoyaient une promenade vers la villa impériale. Lal lui barra le passage. Mais Carnephélia a assuré qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ce côté du parc du palais est évité. Tout cela est dû à la légende du fantôme vivant d'une femme désemparée. Elle est l'ancienne impératrice, mère du premier prince et de la première princesse. Elle est devenue folle quand elle a perdu ses enfants. C'était elle qui voulait voir Carnephélia. En sa personne, vous pouvez trouver une alliée tant attendue. Après avoir écouté, Lal la quitta. Et Carnephélia entra sur le territoire de la villa impériale. Il y avait des fleurs jaunes et un arôme incroyable tout autour. L'ancienne impératrice se promenait dans le magnifique jardin. Remarquant l'invitée, elle se précipita vers elle avec des câlins. « Marie, c'est toi !» elle a crié. Mais Carnephélia prit froidement l'étreinte. La princesse a demandé d'arrêter de jouer et d'écouter quelque chose qui aiderait à venger les enfants. L'ancienne impératrice s'écarta et demanda qui était devant elle. Carnephélia se présenta. Elle était perplexe face à cette visite. Mais ils ont été interrompus par les gardes. Ils n'auraient pas dû être vus ensemble. Par conséquent, Carnephélia avait un besoin urgent de se cacher. L'impératrice lui conseilla de se cacher dans les buissons. Les chevaliers commencèrent à interroger l'impératrice oubliée. « Est-ce que quelqu'un est passé par ici ?» À qui parlait-elle? On remarqua qu'il y avait quelque chose dans les buissons. Puis l'impératrice Arlétina a joué son atout. Elle commença à s'adresser à un chevalier comme au premier prince, essayant de le serrer dans ses bras. Les gardes commencèrent à s'agiter. L'un commença à reprocher à l'autre qu'il n'aurait pas dû l'approcher. Ils se sont empressés de partir. Arlétina se retourna et appela la princesse. Ils entrèrent ensemble dans la villa, et Arlétina offrit du thé à Carnephélia. Elle avait hâte de découvrir ce que la deuxième princesse attendait d'elle. Carnephélia a immédiatement révélé toutes ses cartes. Elle cherchait des alliés. Sachant qu'Arlétina devait détester l'impératrice actuelle et le second prince, elle vint vers elle. Des ennemis communs les unissent. La princesse a suggéré qu'Arlétina leur prenne le pouvoir ensemble. L'ancienne impératrice a pris cela avec scepticisme. Devant elle se trouvait juste un petit enfant, peut-être avec une volonté de faire, mais pas assez forte pour leur résister. Arlétina en même temps ne comprenait pas la deuxième princesse et en même temps, elle se sentait désolée pour elle. Mais elle était prête à écouter. L'ancienne impératrice a promis de fournir son soutien si Carnephélia avait un plan en ce sens. La princesse hocha la tête et commença à parler de ses projets. Arlétina complimenta les yeux de Carnephélia. Tout au long de la conversation, elle ne pouvait les quitter des yeux. Ils étaient à la fois fascinants et apaisants. L'ancienne impératrice a accepté de l'aider et en même temps de protéger ses droits. Mais en échange, elle avait une demande pour la princesse. Elle voulait personnellement décapiter l'actuelle impératrice d'Isela Rachel. Carnephélia a été surprise par la demande, mais a accepté. La visite de l'empereur à Arlétina était attendue dans un avenir proche. C'était son devoir de le rencontrer comme autrefois. C'est ce que la princesse a demandé. Arlétina a promis qu'elle jouerait le jeu. En guise de cadeau d'adieu, elle a préparé un cadeau pour Carnephélia. L'impératrice remit la boîte avec la robe. La robe a été faite à la main, cousue personnellement par l'impératrice pour sa fille Marinabelle à l'occasion de son 6e anniversaire. Mais il n'a jamais été livré. Arlétina pensait qu'il était temps pour lui de trouver un nouveau propriétaire. Carnephélia la remercia pour le cadeau et retourna au palais. Les servantes la trouvèrent allongée par terre à l'extérieur du palais de l'impératrice. Ils ont commencé à s'agiter. La rumeur à ce sujet se répandit rapidement dans tout le palais. Le chambellan commença à la gronder pour un tel comportement. Il savait que la princesse faisait semblant de s'évanouir. Il réalisa de plus en plus que Carnephélia n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Le chambellan reprochait qu'il y avait maintenant des rumeurs selon lesquelles l'impératrice essayait de lui faire du mal. Après tout, elle est en lice pour le trône. Mais la princesse se contenta de rire. N'était-ce pas vrai? L'impératrice ne voulait-elle pas la tuer et éliminer le rival de son fils? Le chambellan comprit la princesse. Il m'a conseillé de me reposer et est parti. Lal est enfin revenue. Carnephélia était ravie d'elle. Elle a de nouveau posé des questions sur sa mission. Elle sortit une bouteille sombre de sous sa cape. Carnephélia a félicité Lal pour son travail.
La princesse ordonna alors de retrouver le même et de le glisser inaperçu dans la poche de la nounou. Lal tourna son attention vers les mains de la princesse. Ils étaient tous rayés et sales. Lal la regarda d'un air interrogateur. Mais Carnephélia était convaincue que tout allait bien. C'est elle qui a enterré un cadeau d'Areletina dans le jardin. Le trou a dû être creusé à la main, car il n'y avait aucun outil à proximité. Comme le pensait Carnephélia, l'empereur décida de rendre visite à son épouse oubliée. Areletina était bien préparée. Elle attendait ça. L'empereur appréciait ses efforts. Il était heureux de la voir habillée et bien soignée. Elle espérait donc le rencontrer. Areletina était étonnamment amicale. Elle a dit qu'elle s'ennuyait. Elle m'a demandé de lui rendre visite plus souvent. L'empereur pensait que la solitude lui faisait du bien. En fait, Areletina a strictement suivi la demande de Carnephélia. Des chats lui ont griffé l'âme pendant qu'elle jouait cette comédie. L'empereur était enchanté d'Areletina. Elle lui rappelait elle-même belle, soumise et aimante. Seulement lui. Après avoir passé la nuit avec l'ancienne impératrice, Kired ordonna la décapitation d'un garde du jardin de sa seigneurie et l'affectation de plusieurs dames d'honneur. L'empereur devina que les changements dans la conscience d'Areletina étaient clairement liés à la seconde princesse. J'ai donc décidé de lui faire plaisir aussi. Il ordonna au chambellan de préparer la salle ouest pour la célébration de l'anniversaire de la deuxième princesse. Et des invitations auraient également dû être envoyées à tous les membres de la haute société. Tous les nouveaux serviteurs assignés essayaient de plaire à la seconde princesse. Troy le souhaitait particulièrement. Elle voulait gagner les faveurs, tout comme Lal. Troy était ravie des enfants. Elle-même avait un petit frère qu'elle adorait. Et la petite princesse lui semblait très mignonne. Il y avait des moments où cela lui faisait un peu peur. Mais se rappelant qu'il ne s'agissait que d'une enfant, Troy commença à la traiter comme son propre frère. C'est ainsi que Carnephélia, comme il sied à un enfant, a demandé à lire un conte de fées. Cela la rendait heureuse. Elle voulait immédiatement apporter un livre de la bibliothèque. Mais la princesse l'en empêcha. Tous les livres de la bibliothèque avaient déjà été lus. Elle en voulait un nouveau. Pour ce faire, il fallait se rendre au magasin. La nouvelle servante accepta immédiatement. Elle a promis d'apporter quelque chose d'intéressant. Troy sortit immédiatement de la pièce en courant et tomba sur la nounou. Evelyn n'était pas de la meilleure humeur. Troy décide de rester. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Des cris ont été entendus devant la porte. La nounou a crié après la princesse. Elle lui a interdit de quitter la pièce, car Nephélia a promis d'obéir si elle ne l'empoisonnait plus. La jeune fille Troy entendit tout cela. Elle se tenait devant la porte et ne savait pas quoi faire. Je n'arrivais pas à comprendre comment une nounou pouvait empoisonner son élève. Evelyne a crié qu'elle ferait taire la princesse, que tout cela n'est que calomnie. Elle attrapa Carnephélia et la secoua. Il ne suffisait pas à Sa Majesté de l'entendre. Troyes comprend qu'elle doit appeler à l'aide, mais ne sait pas qui. Les gardes ne m'aideront probablement pas. Ce n'est probablement pas la première fois que la nounou bat la princesse. Puis Troyes se souvint des paroles de Carnephélia elle-même, selon lesquelles elle ne devait pas intervenir, mais simplement faire son travail. Puis elle s'est levée du sol et est allée au magasin pour acheter un livre. Le lendemain, Evelyne, habillée, apporta le petit déjeuner à la princesse. Elle était joyeuse car la douceur de Carnephélia lui faisait croire que tout était revenu à sa place initiale. La nounou a demandé si elle la calomnierait encore. La princesse hocha la tête. Evelyne a souri et a dit qu'elle partirait en voyage d'affaires. Dès le départ de la nounou, Troyes entra dans les appartements de la princesse. Carnephélia était heureuse de la voir. Elle l'attendait avec un nouveau livre. Mais elle se jeta aux pieds de la princesse et fondit en larmes. Troyes a demandé pardon. Elle a lâchement laissé la princesse dans le pétrin alors qu'elle aurait dû prendre soin d'elle. Elle était confuse et vraiment désolée. Carnephélia était au courant. En fait, cette performance était en partie pour elle. Après tout, Lal avait depuis longtemps déterré des informations sur Troyes. Un contrôle s'imposait. Srua Hilton était l'aînée d'une famille pauvre. La fille fut vendue au palais impérial pour rembourser ses dettes. Ce n'était donc pas dommage de l'envoyer espionner Carnephélia. Ce qu'a fait la troisième princesse Renibella. Il est plus facile de s'en débarrasser plus tard en cas de problème. Troyes était de nature gentille et naïve. Elle n'avait aucune rancune contre sa famille. Il me manquait et payait régulièrement les nouvelles dettes de mon père. Par conséquent, elle ne pouvait pas rester indifférente lorsqu'elle voyait comment la petite princesse fragile était victime d'intimidation. Les larmes étaient sincères. À cause de sa lâcheté, elle se considérait indigne de servir la princesse. Mais Carnephélia répondit qu'elle avait besoin de gens comme Troyes. Si elle choisit la deuxième princesse plutôt que la troisième. Ensuite, elle prendra soin d'elle. Ensemble, ils peuvent survivre dans ce palais.
Trua Helton était ravie d'être honorée. Elle prononça les paroles du serment avec détermination. À partir de ce jour, elle ne servira plus qu'à Carnefeli. Le chambellan avertit Carnefelia qu'une salle de banquet occidentale était en préparation pour son festin. La princesse fut surprise. C'était beaucoup plus gros que ce à quoi elle s'attendait. Tout le monde savait que cette chambre était réservée à la troisième princesse. Par conséquent, une telle décision témoignait clairement des intentions de l'empereur. Carnefelia comprit que d'un autre côté, il s'agissait d'un test. Elle ordonna à Lal de prendre l'argent restant du trésor de la princesse et d'en faire don à l'orphelinat. Carnefelia appela alors la servante qui attendait dehors. Elle a prévenu qu'elle souhaitait rencontrer Sa Majesté pour discuter des préparatifs de son anniversaire. La princesse réussit à se joindre au dîner de l'empereur. Elle a remercié d'avoir eu la possibilité de le faire, même si cette demande n'avait pas été faite à l'avance. L'empereur remarqua que Carnefelia n'était pas pressée de toucher à la nourriture. Il a ri en disant qu'elle devait encore attendre la bénédiction. La princesse a demandé si la foi dans la tradition avait influencé le choix de la salle ouest. L'empereur fut surpris que la Carnefeli n'apprécie pas cette décision. Elle expliqua que la salle de banquet ouest était réservée à la troisième princesse, qui n'était pas en lice pour le trône. Si Carnefelia ne manquait de rien, l'empereur était en colère. Mais la princesse continua. Un tel choix pourrait jeter le doute sur l'opinion des invités sur la succession au trône. La conversation prenait une tournure sérieuse. J'ai donc dû me débarrasser des oreilles supplémentaires. Le serviteur de Carnefelia était ennuyé. Il ne sera pas au courant du changement de salle. L'empereur s'intéressa à savoir jusqu'où ce petit gamin impudent voulait aller. Quelle salle va-t-elle choisir? Carnefelia a répondu que c'était le sud. Lorsque l'impératrice Daisela Rachel entendit cela, elle fut folle de colère. Elle a préparé cette pièce pour ses propres besoins, et non pour la Sang-de-Bourbe. Se préparant rapidement, l'impératrice partit rendre visite à son prédécesseur. Elle fit irruption dans la villa impériale et gifla Areletina surprise au visage. Areletina se contenta de sourire, mais elle avait déjà intercepté le coup suivant. Daisela a crié qu'elle ne devrait pas lui rire au nez, qu'elle a oublié sa place. Ce à quoi Areletina a rétorqué que personne ne peut garantir le titre éternel d'impératrice. Daisela commença à menacer. Elle criait avec arrogance qu'elle se débarrasserait d'Areletina aussi facilement qu'elle se débarrasserait de son fils. Elle ne s'attendait pas à ce que l'empereur visite la villa et entende tout. Il a demandé à Daisela ce que cela signifiait. Voyant les égratignures sur le visage d'Areletina, l'empereur ordonna qu'on appelle un médecin. Lui-même commença à la consoler. Daisela était confuse. Elle a dit qu'il y avait un malentendu. L'impératrice réalisa qu'elle était en difficulté. Si Yenfried avait été là, il aurait pu le protéger. En écoutant les ragots sur l'incident avec l'impératrice, Carnefelia rit de bon cœur. Elle regrettait que la nounou ne participe pas à de tels événements. Finalement, la nounou disparue est apparue au palais. Comme toujours, elle fit irruption sans ménagement dans les appartements de la princesse. Dès le seuil, elle commença à la réprimander pour avoir quitté ses appartements. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Evelyn remarqua le médecin du palais près de Carnefelia. Le nez de la princesse saignait à nouveau. La nounou grommela avec irritation que ce n'était rien. Evelyn voulait envoyer le médecin âgé le plus rapidement possible. Elle a affirmé que c'était normal pour la princesse, puisqu'elle était une enfant faible. Le vieux médecin était en colère contre l'intervention sans ménagement de la nounou et la repoussa avec sa canne. Elle a souligné que la raison en était la mauvaise garde des enfants. Après avoir soigneusement examiné la princesse, le médecin remarqua des doigts bleus et des contusions sur son corps. Elle a promis de lui envoyer des médicaments qui devraient l'aider. Carnefelia la remercia et demanda aux domestiques de montrer au médecin ses appartements. En partant, elle regarda de nouveau la nounou avec mépris. Evelyn était scandalisée d'être traitée de cette façon. Elle a dit que c'était la faute de la princesse. L'élève n'apprécie pas les soins que lui prodigue la nounou. Evelyn a continué à humilier verbalement la princesse, soulignant ses origines. Elle a laissé entendre qu'elle devrait oublier ses rêves de trône. Carnefelia a répondu en soulignant que c'était la nounou qui avait oublié quelque chose, à savoir que la princesse peut embaucher et licencier elle-même des serviteurs. Evelyn était choquée. La princesse ne peut pas se débarrasser d'elle comme ça. Lal et les autres domestiques escortèrent la nounou jusqu'à la porte. Evelyn a crié que la princesse serait perdue sans elle. Carnefelia demanda à Troy de fermer la porte pour ne pas entendre ce bruit inutile. Juste comme ça, à ce moment-là, l'ambitieuse nounou s'est retrouvée sans rien. Des rumeurs ont immédiatement commencé à se répandre sur le comportement ignoble de la princesse. Naturellement, Evelyn elle-même a répandu les rumeurs, se présentant sous un jour idéal.
Carnephelia était au courant, mais elle s'en fichait. Soudain, Lal apporta une lettre. 3 Alta. C'était de la 3e princesse. Il contenait des mots de gratitude pour avoir changé le choix de la salle pour la célébration. Renibella l'a félicité à l'avance pour son prochain anniversaire et a invité Carnephelia à jouer avec des poupées ensemble ce soir. Renibella était l'enfant gâté du tyran Kired et de la perfide Dicella. Elle n'était pas très différente de son frère Yenfried. J'étais juste encore petite. Sa conscience était aussi cruelle et perverse que celle du prince. Par conséquent, au lieu de poupées ordinaires, elle jouait avec sa servante. Des poupées vivantes à taille humaine et une pièce entière transformée en maison de poupées. C'était son endroit préféré dans le palais. Renibella était ravie d'accueillir Carnephelia dans sa maison de poupées. Elle attendait que la princesse devienne sa poupée. D'une douce voix enfantine, Renibella a demandé à sa sœur de rejoindre la maison de poupées ou d'abandonner ses yeux pétillants. Carnephelia a ri et a déclaré qu'elle ne pouvait répondre à aucune de ses demandes. Renibella fut surprise. On lui a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Sa nounou affirmait que Reni avait un statut plus élevé. La 2e princesse n'était qu'une sang de bourbe. Par conséquent, vous pouvez le traiter comme bon vous semble. Carnephelia a déjà expliqué un peu plus durement qu'elle est la sœur aînée et qu'elle a le droit d'hériter, mais ce n'est pas le cas. Par conséquent, les paroles de la nounou sont un mensonge. La 2e princesse poursuivit ses mesures éducatives. Elle a souligné que faire partie de la famille impériale ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez. De plus, cela n'offre pas une protection complète, car l'empereur n'est pas non plus éternel. Il est donc préférable que les sœurs vivent en paix les unes avec les autres. Carnephelia espérait qu'elle s'expliquait clairement. Renibella était bouleversée de ne pas pouvoir regarder Carnephelia dans les yeux. Mais la 2e princesse lui offrit un autre cadeau. Elle demanda si Reni reconnaissait les 2 domestiques qui l'accompagnaient. Elle se souvint qu'ils servaient à leur frère. Carnephelia annonça qu'elle les lui donnerait. Les serviteurs implorèrent pitié de la 2e princesse, mais elle n'avait pas besoin d'un fardeau aussi dangereux. Renibella les accepta avec plaisir comme cadeau. De nouvelles poupées. Pendant ce temps, au domaine de Svenbar, Nascan d'Argent tentait de persuader Lady Preta de ne pas se rendre au banquet en l'honneur de l'anniversaire de la 2e princesse. Elle était déterminée. La duchesse voulait trouver la recette d'un médicament pour son frère dans la bibliothèque impériale, mais seul l'héritier du trône pouvait y conduire. Autrement dit, Lady Preta comptait rencontrer la 2e princesse et son aide. Elle espérait qu'elle était différente de Yenfried. Jusqu'à présent, Preta était terrifiée à l'idée de se rappeler comment le 2e prince avait démembré les oiseaux du duché et les avait envoyés en cadeau. Je voulais savoir qu'il ne monterait pas sur le trône. Et puis vint le jour du banquet en l'honneur de Carnephélie. La voiture s'arrêta au palais et Lady Preta et Nascan d'Argent en sortirent. La dame soupira. Ils sont quand même arrivés à temps. Nascan sourit. Le zèle de Lady Preta ne pouvait être arrêté. Elle se mit immédiatement à chercher la 2e princesse dans la foule. Le banquet a déjà commencé. Elle devrait se trouver quelque part parmi les invités et nouer des contacts utiles. Lady Preta et Nascan d'Argent entrèrent dans la salle. La salle était immense, mais elle était remplie d'innombrables nobles. Pourquoi une telle échelle? Carnephelia salua les invités, mais ne reçut qu'une froide indifférence. Comme prévu. Soudain, un verre de vin tomba à proximité. Le marquis Riev a commencé à s'excuser avec arrogance d'avoir endommagé le sol de la salle de banquet. Il a crié « Il faut s'éloigner de cette abomination pour ne pas se salir ». Des rires ont été entendus. Tout le monde a compris une insulte aussi flagrante et ambiguë. Carnephelia savait que ce prêteur était un associé du prince. Elle a ignoré les insultes. Un homme qui profitait des pauvres ne méritait pas du tout qu'on s'y intéresse. À côté du marquis se tenait le comte Renaud, un célèbre proxénète. Il fit le même compliment détourné à propos de l'apparence de la princesse. Cela a également amusé le comte Igram, le baron de la drogue. Carnephelia les salua tous les 3 et passa devant eux. C'était dégoûtant pour elle de se trouver à proximité de telles saletés. Lady Preta et Nascan d'Argent ont regardé cette photo de près. La dame était attristée, autour des 6 Yenfried. Elle espérait que la princesse s'en sortirait. Lady Preta ne put s'empêcher d'intervenir. Elle a donc demandé à Nascan de sortir. Si la princesse réussit le test, elle bénéficiera d'un soutien. Carnephelia a fait une autre déclaration. Elle a demandé à saluer son invité spécial. La foule est devenue curieuse de savoir de qui il s'agissait. L'ancienne impératrice Areletina Fincenastan est apparue dans les escaliers. La foule commença à chuchoter. Les invités n'en croyaient pas leurs yeux. Carnephelia se précipita vers elle. Ils se complimentèrent mutuellement sur leur tenue. Areletina portait une robe luxueuse.
Carnephélia a symboliquement habillé le cadeau de l'ancienne impératrice, robe réalisée pour Marinabelle. Cela lui allait très bien. Areletina était contente de voir cela. Pendant ce temps, aux abords du palais impérial, Lal aperçut un invité non invité. Le deuxième prince Yenfried rentrait au palais. Yenfried n'était pas le seul à vouloir gâcher le festival de Carnephélia. Nounou Evelyn a également tenté de se faufiler dans la fête sans invitation. Elle a raconté aux gardes toutes sortes de mensonges sur la façon dont la princesse l'attendait, que les vacances seront gâchées sans son gâteau préféré, préparé par la nounou. Ils en ont eu assez de l'écouter et l'ont laissé entrer sans invitation. Bien que nous ayons entendu des rumeurs selon lesquelles la nounou aurait été licenciée à la suite d'un scandale. Pendant ce temps, lors de la célébration, les invités ont été témoins d'une nouvelle union. Carnephélia a publiquement demandé à l'ancienne impératrice de devenir sa lune qui ne se couche jamais. Puisque l'empereur est considéré comme le soleil de l'Empire, l'impératrice est souvent appelée la lune. Cette offre ressemblait à devenir marraine. Cette demande laissait également entendre que Carnéphélie deviendrait le soleil de l'Empire. Areletina accepta avec joie. La foule a commencé à dire que la princesse avait décidé d'impliquer l'ancienne impératrice afin d'avoir une meilleure chance d'accéder au trône. Jusqu'à présent, le principal concurrent était le prince. Au moment où Carnephélia faisait son annonce officielle, Yenfried entra dans la salle de banquet. Il a déclaré publiquement qu'il était heureux d'être au plus fort des vacances. L'apparition du prince fut une surprise même pour l'impératrice Désela elle-même. Il salua sa mère et sa sœur, et il a proposé d'aller féliciter la fille d'anniversaire. Yenfried regarda autour de lui la pièce qui faisait tant de bruit. Le style d'Areletina était évident dans la décoration du banquet. Elle-même était là. Yenfried comprenait pourquoi sa mère était si nerveuse. Ces deux épines se sont unies. Qui aurait pensé que cette frêle sang de bourbe tenterait de prendre le trône? En approchant de Carnephélia, Yenfried remarqua qu'elle n'avait pas peur de lui. Habituellement, en sa présence, les gens tremblèrent de peur. Ils pensaient que c'était intéressant. Renibella courut vers eux. Elle a crié qu'elle voulait aussi féliciter sa sœur aînée. Yenfried était surpris, mais il y avait beaucoup de surprises pour lui aujourd'hui. Le prince s'est excusé qu'il n'y ait ni fleurs ni cadeaux. Carnephélia a répondu que son attention lui suffisait. Il salua Areletina d'un signe de tête. L'ancienne impératrice tenta de contenir sa colère et laissa passer ce geste de dédain. Elle lui a demandé poliment comment il allait. Le prince se pencha vers elle et lui répondit que c'était merveilleux. Surtout après cet incident, Areletina savait ce qu'il voulait dire. Sa maîtrise de soi l'a presque quitté. Yenfried rit, comme l'impératrice réagit drôlement à sa blague innocente. Puis il répondit sérieusement qu'il était occupé à renforcer les frontières de l'Empire. Il était sûr que rien ne les menacerait dans un avenir proche. Une longue période de paix les attend. Carnephélia a plaisanté en disant que le prince avait reçu le don de prédiction ainsi qu'une bénédiction. Le prince a noté que s'il pouvait voir l'avenir, les vacances de sa demi-sœur ne seraient pas une surprise pour lui. C'est encore plus intéressant de cette façon. Carnephélia a proposé de célébrer cette journée ensemble, dans la paix et l'harmonie. Yenfried était d'accord. Cette fois, cela ne le dérangeait pas. Soudain, parmi la foule, Carnephélia vit une nounou se diriger vers elle. Elle a été expulsée, mais elle est toujours restée là, pensa la princesse. Evelyn salua Carnephélia et lui dit qu'elle lui avait apporté un cadeau. C'est le même gâteau qu'elle a eu pour son anniversaire l'année dernière. Les gens autour riaient et murmuraient. Le prince aussi pouvait à peine contenir son rire. C'est aussi une manière d'humiliation lors d'un banquet organisé par l'empereur lui-même. Carnephélia a joué le jeu de la nounou et l'a remerciée pour le cadeau. Evelyn a conseillé de faire un vœu. La seule chose qui manquait, c'était des bougies. Le moment gênant fut interrompu par l'apparition de l'empereur. Tout le monde a salué le soleil de l'Empire. Cela signifiait beaucoup s'il décidait d'assister à la célébration. Carnephélia salua sa majesté. Elle l'a remercié d'avoir assisté à son banquet. La nounou fut surprise de voir à quel point la princesse se comportait à l'aise. L'empereur répondit à sa fille que les banquets d'enfants étaient ennuyeux et fatigants. Il est venu uniquement parce que Carnephélia avait promis que ce serait intéressant. La princesse sourit et lui demanda de s'installer confortablement. La présence d'Areletina aux vacances rend les vacances plus agréables pour lui. Mais il s'attendait à mieux. L'empereur ne manqua pas l'occasion de prêter attention à Areletina. Dicella était pleine de jalousie. Elle était prête à se précipiter sur eux. Mais le prince l'en empêcha. Carnephélia a demandé à l'empereur la permission d'essayer le gâteau que sa nounou lui avait apporté. Kired a répondu que c'était ses vacances et qu'elle pouvait donc manger ce qu'elle voulait. Ayant reçu un morceau de gâteau dans une assiette d'Evelyn, la princesse prononça un discours.
Elle a remercié tout le monde pour leur présence. Les vacances étaient tout simplement fabuleuses pour elle. L'année dernière, elle n'avait même jamais rêvé d'un tel anniversaire. C'est pourquoi je souhaite maintenant à tous un avenir radieux. À ces mots, elle mit un morceau de gâteau dans sa bouche. Arletina la félicita à nouveau et se pencha pour serrer la princesse dans ses bras, mais elle toussa et tomba dans ses bras, manquant l'assiette de gâteau. L'objectif de Carnephélia était de montrer lors du banquet qu'elle et l'ancienne impératrice n'étaient pas les dernières personnes de l'empereur. Et ils peuvent encore rivaliser avec Yenfried. Arletina connaissait le plan et y suivait son rôle. Mais elle n'en connaissait pas tous les détails. La confiance de Carnephélie était largement suffisante. Mais l'ancienne impératrice ne s'attendait pas à ce qui se passait maintenant. Carnephélia gisait dans ses bras, crachant du sang. Un autre instant, et elle perdit complètement connaissance. Les derniers mots de la princesse furent « Pourquoi, nounou ?» Le chaos régnait dans la salle des banquets. L'empereur ordonna que toutes les portes soient verrouillées et que personne ne soit autorisé à sortir. Effrayée, Renibella se précipita vers sa mère. L'impératrice a crié après Evelyn, l'accusant d'avoir empoisonné la princesse sans permission. Arletina et Troie pleuraient. Ils essayaient de réveiller Carnephélia. L'ancienne impératrice a violemment appelé Kiraidou à agir. On ne peut pas rester aveugle éternellement. Il ne pouvait pas laisser mourir un autre enfant qui lui tenait à cœur. Le reproche a été entendu. Kired a ordonné d'amener un médecin. Il a été immédiatement délivré. Il a immédiatement déterminé qu'il s'agissait du poison de la fleur de Carnephélie. L'empereur sourit. C'était assez ironique. La foule commença à parler de la malédiction de la princesse, à propos de sa malchance aux cheveux noirs. Lady Preta était indignée par ce discours. Elle avait peur que l'histoire de la princesse se termine ainsi. Mais Nascan était sûr que tout serait résolu. L'empereur s'y intéresse. À la demande d'Arletina, Carnephélia fut emmenée pour traitement non pas dans ses appartements, mais directement au palais impérial. Les invités sont restés dans la salle du banquet. L'empereur s'assit sur son trône et réfléchit. Il avait deviné qui était l'empoisonneur. Mais il est impossible de gâcher la réputation de la famille impériale. L'impératrice a insisté sur le fait que ce n'était pas elle. Renibella remarqua que la nounou donnait des médicaments à Carnephélia, ce qui signifiait qu'elle irait bientôt mieux. Evelyn était confuse. Tout semblait lui aller, mais ce n'était pas elle qui préparait le gâteau. Je viens de l'acheter dans une boulangerie locale. Le prince devint pensif, mais la nounou l'a apporté. L'ordre fut immédiatement donné de la saisir. Evelyn a crié qu'elle était en train d'être piégée. Alors qu'elle se débattait, une bouteille tomba de sa poche, très semblable à une potion. Le prince ramassa la bouteille. On dirait que c'était le même poison. Désormais, la nounou ne pourra plus s'en sortir alors qu'il existe des preuves aussi évidentes. L'empereur ordonna aux chevaliers de fouiller les appartements de la princesse pour trouver davantage de preuves qu'elle était en train d'être empoisonnée. Livrez-les-lui immédiatement. Tout a été pensé à l'avance par Carnephélia, et elle connaissait d'avance cet ordre de l'empereur. J'ai donc eu le temps de me préparer. Elle ordonna à Lal de se rendre dans ses appartements dès que l'empereur apparaîtrait au banquet et de les brûler entièrement. Ce sera son cadeau. C'est exactement ce que Lal a fait. Par conséquent, lorsque les chevaliers sont arrivés, ils ont dû éteindre le feu, au lieu de faire une recherche. Lal était vêtue de l'uniforme d'une servante du palais de l'impératrice. Elle s'est délibérément rapprochée des chevaliers. Ils n'eurent pas le temps de la rattraper, mais remarquèrent la forme. Lal soupira parce qu'elle avait failli se faire prendre. Tout semblait se dérouler comme prévu. Elle s'est débarrassée de l'uniforme. La seule chose était que j'étais inquiet pour mon propriétaire. Pendant ce temps, dans le palais impérial, Arletina surveillait Carnephélia, toujours inconsciente. Soudain, ils entrèrent dans les chambres. L'ancienne impératrice fut accueillie par une jeune fille qui lui proposa ses services, se présentant comme Preta Swenbach, fille du duc Swenbach. Arletina a demandé comment elle était arrivée ici. Elle a été étonnée du niveau de sécurité. Swenbach, presque ennemi de Helsdant, se promène calmement autour du palais. Preta n'a pas lâché prise, elle voulait aider. Elle pourrait utiliser son pouvoir divin pour guérir Carnephélia des effets du poison. Arletina en doutait. Tout le monde savait que les familles Helsdant et Swenbach se disputaient depuis longtemps. Les deux lignées étaient assez fortes et possédaient des dons spéciaux. Helsdant a reçu un don de bénédiction divine, et Swenbach a reçu un pouvoir divin qui pouvait être utilisé pour guérir. Lady Preta remarqua qu'Arletina n'avait rien à perdre. Et s'il peut lui faire confiance, il sauvera Carnephélia. S'il le veut vraiment. Arletina était d'accord. Preta l'a remercié pour sa confiance et s'est mise au travail. L'ancienne impératrice était curieuse d'observer l'action de la puissance divine.
Preta a fait de son mieux. Elle sentait que son corps avait déjà été débarrassé du poison. Mais la princesse ne s'est pas réveillée. Preta était confuse. Le jeune Svenbach a demandé à Areletina de l'aider à réveiller Carnephélia de son profond sommeil. Elle devait s'adresser à elle directement. La deuxième princesse était encore en proie au sommeil. Elle rêvait de sa vie passée, son mariage, ses souffrances, sa colère contre son frère, la décision de le tuer. Elle a rappelé comment le prince Jenfried avait trompé Elise Svenbach pour qu'il l'épouse avec des promesses de paix. Comment ils l'ont privé de ses parents pour faire de lui un duc. Ainsi, en un instant, le prince a servi Elise Svenbach et pris le pouvoir sur le duché. Ce mariage était donc un fardeau pour le duc. Alice n'a pas cherché à se rapprocher de Carnephélia. Il s'est comporté avec distance et sang-froid, mais ne l'a pas offensée. C'était toujours atrocement douloureux pour elle de le voir ainsi. Et Jenfried a continué à se moquer d'Elise et à l'utiliser. Il le nomma pour diriger l'armée de l'Empire et l'envoya dans des escarmouches dangereuses. L'Empire tout entier reçut l'aide matérielle du duché, qui le ruina peu à peu. Jenfried utilisait souvent Elise, soit comme délégué, soit comme chef militaire. Svenbach a tout enduré humblement. Mais Carnephélia ne pouvait pas voir comment il ne restait qu'une coquille sans vie de son homme bien-aimé. La princesse a demandé à son frère de laisser son mari tranquille. Mais Jenfried n'allait pas le faire. Il trouvait amusant de voir Elise souffrir. C'est après cette conversation que Carnephélia décide de tuer son frère, malgré la malédiction, afin de sauver Elise de la tyrannie de Jenfried et d'un mariage non désiré. Les joues de la princesse sont devenues roses. Preta était sûre qu'elle était sur le point de se réveiller, mais elle devait déjà partir. Elle a demandé de transmettre ses félicitations à la princesse. Areletina la remercia et lui dit qu'il lui était redevable. Preta Svenbach attendait leur prochain rendez-vous pour discuter avec la princesse. Nascan attendait Preta dehors. Il était indigné que le rayonnement de la puissance divine soit visible même derrière la porte. Il a fallu se dépêcher pour ne pas se faire remarquer. Le serviteur rapporta au prince que Lady Svenbach assistait à l'événement. Il fut surpris par ce qu'il entendit. Après tout, il ne l'a pas remarqué. Le diable aux cheveux noirs captura toute l'attention. Le prince demanda où se trouvait maintenant Lady Svenbach. Le domestique ne pouvait pas répondre à cela. Elle semblait s'évaporer. C'était intéressant. Lady Svenbach ne connaît pas le palais de Helsdant. Elle-même se perdrait ici. Elle a donc été aidée par quelqu'un qui connaît bien le palais impérial. Jenfried a demandé la nounou. Elle fut néanmoins emprisonnée dans un cachot comme coupable de l'empoisonnement. Le prince pensa que cela valait la peine de rendre visite à sa mère. Soudain, la servante fit irruption dans la chambre. Jenfried voulait la réprimander pour cela, mais elle cria que la deuxième princesse s'était réveillée. Le médecin royal a déclaré que c'était le pouvoir de la bénédiction qui l'avait aidé à se remettre sur pied. Le prince bouillait, car une Sandebourbe ne peut pas avoir de bénédiction. L'impératrice fut également choquée par la nouvelle. Selon les domestiques, elle recevra bientôt la visite de la princesse. Je viens de me réveiller, et la première chose que je veux faire, c'est la voir. C'est bizarre. Mais l'impératrice songea à profiter de l'instant. Trompez un enfant naïf et gagnez-le à vos côtés. Alors les soupçons de l'impératrice s'atténueront. Taisella reçut Carnephélia avec Areletina dans la salle à manger. Elle pensait à nourrir la princesse nouvellement réveillée. Mais Carnephélie ne voulait pas manger. Areletina était convaincue que ce n'était pas nécessaire. Taisella était en colère parce que la nourriture avait été préparée spécialement pour la princesse. Carnephélia s'est excusée. Elle ne voulait pas que l'impératrice considère leur comportement comme de la grossièreté. La princesse se sent mal après avoir mangé. Taisella pensait que malgré la bénédiction, c'était un enfant plutôt fragile. Elle ne peut pas être une rivale pour son Jenfried. Carnephélia a directement demandé si l'impératrice voulait sa mort. Elle commença bruyamment à nier. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec l'empoisonnement, parce qu'elle était comme sa propre enfant. La princesse la remercia pour la réponse. C'est tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Après tout, elle voulait poursuivre l'enquête et elle avait besoin pour cela du consentement de l'impératrice. Taisella a donné le feu vert. Carnephélia a promis de laver son nom des ragots et de punir le véritable coupable. L'impératrice la remercia d'avoir pris soin de sa réputation. Après avoir quitté l'impératrice, Carnephélia et Areletina rencontrèrent le prince Jenfried. Il nota avec un sourire que la princesse était bien vivante et lui rendait visite. Peu à peu, Carnephélia commença à irriter Jenfried. Il ne l'avait jamais considérée comme une menace auparavant, mais il réalisait maintenant qu'il l'avait sous-estimée. Elle s'est comportée avec lui avec beaucoup de confiance. Parfois, il y avait même de la malice dans le ton. Pas du tout comme le premier prince. Jenfried aime ça. Carnephélia quitta Areletina pour descendre au donjon.
Elle-même voulait voir son ancienne nounou Evelyn. Carnefeli la salua. Evelyn pâlit, elle était choquée. La princesse rit et assura qu'elle n'était pas un fantôme. La nounou a crié qu'elle était innocente. Elle m'a demandé de transmettre cela à l'empereur. Puis elle commença à soupçonner que Carnefelia avait tout arrangé elle-même. Evelyn commença à demander un rendez-vous avec l'impératrice. La princesse a ri en disant que cela ne l'aiderait pas. L'impératrice a déjà donné son feu vert pour faire d'elle ce qu'elle veut. Puis le visage d'Evelyn a changé. Elle a admis que c'était l'impératrice qui avait ordonné l'empoisonnement de la princesse. Elle avait simplement peur de désobéir. Carnefelia soupira exagérément. Elle était au courant, alors elle a donné à la nounou une chance de quitter le palais, mais elle a choisi de revenir. Vous devrez donc accepter la punition. Carnefelia se rendit alors chez son père. L'empereur lui reprochait de jouer un drame trop dangereux. Elle ne valait pas le résultat qu'elle avait obtenu. La princesse s'autorisa à ne pas être d'accord. Elle était satisfaite du résultat. Cela valait la peine de risquer votre vie. Mais elle avait encore une demande. L'empereur se tendit. Il a dit qu'il ne cessait d'être étonné par son impudence, mais je suis prêt à écouter. Carnefelia a demandé l'arrêt de l'enquête. L'empereur fut surpris par cette demande. Mais la princesse a expliqué qu'elle ne voulait pas ternir la réputation de la famille. Les ragots s'atténueront bientôt si vous ne remuez pas le sujet. Kireid a souligné que dans ce cas, elle pourrait être considérée comme faible. Mais Carnefelia a répondu que c'était exactement ce qu'elle cherchait. La princesse rit. Elle avait presque oublié la punition promise à la nounou. Carnefelia voulait qu'on lui coupe la langue. L'empereur fut surpris de ne pas avoir sa tête. Mais Carnefelia répondit que la mort était une punition trop simple. La princesse est aussi Hellsdante. L'empereur approuva la décision. Vraiment dans l'esprit de Hellsdante. Mais il était sûr que la princesse était venue le voir pour une autre raison. Entre autres choses, Carnefelia voulait conclure un accord avec l'empereur. Elle a offert des conditions très avantageuses. Il a demandé à lui en dire plus sur ses projets. La première chose qu'elle a déjà demandé était de ne pas ternir la réputation de l'impératrice. Elle avait ses propres projets pour elle. L'empereur ne se souciait pas beaucoup de sa réputation en particulier. Il n'aimait pas Dicella. C'était une alliance profitable pour attirer la majeure partie de l'aristocratie à ses côtés. Mais cela ne s'est pas vraiment passé comme ça. Aujourd'hui, presque toute l'aristocratie soutient Yenfried, surtout après la mort du premier prince et de la première princesse. Pour eux, le second prince est le véritable leader. Pour la société aristocratique, l'empereur était simplement le chef de la famille Hellsdante, et cela ne lui plaisait pas. Je rêvais de retrouver mon ancien pouvoir. Deuxièmement, Carnefelia prévoyait de ramener la famille Shenastan sur la carte politique. Je n'ai pas encore dit de quelle manière. Troisièmement, la princesse allait recevoir des lettres légales du marquis de Zanted. L'empereur ne comprenait pas comment elle connaissait ce nom. Elle savait aussi qu'il était malade et qu'il était désormais alité, et que le marquis était un allié dévoué de l'empereur. Naturellement, Kireid s'y intéressait. Quatrièmement, Carnefelia allait prendre l'argent du marquis Gordonshell et le transférer à Sa Majesté. L'empereur l'arrêta d'un ton irrité, mais la princesse continua. Le cinquième point de son plan était de se débarrasser de la moitié de l'aristocratie. Et faites-le avant votre cérémonie de passage à l'âge adulte. L'empereur était ravi de cette idée. Moins l'aristocratie est insatisfaite, plus la famille impériale est forte. Mais Carnefelia est-elle capable de faire tout cela? La princesse dit que l'empereur n'avait rien à perdre. Mais il s'intéressait à ce qu'elle en tirait exactement. Elle a promis de me le dire un peu plus tard. La première chose qu'a faite Yenfried à sa majorité a été de prendre le contrôle des médias. Ainsi commença la propagande active du prince. Il fut exposé dans les journaux comme une mission dont le règne allait commencer le paradis dans l'Empire. Par conséquent, la société le considérait comme un candidat idéal pour l'empereur. Mais il y avait une personne dans l'Empire qui voulait transmettre la vérité au peuple. Ouvrez les yeux de la société sur le second prince. C'était Nathalie. Quelques jours avant le banquet en l'honneur de la princesse, dans des circonstances mystérieuses, Nathalie a reçu un colis contenant une robe et une invitation à l'événement. Un membre de la famille royale souhaitait que Nathalie souligne en détail tout ce qui se passerait lors de la célébration. Nathalie pensait qu'elle ne manquerait pas cette opportunité. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont tournés vers elle. Par conséquent, elle est allée hardiment à un banquet au palais impérial. Elle fut alors témoin de l'empoisonnement de Carnefelia. Et les journaux ont titré que quelqu'un de la famille royale avait tenté de tuer la deuxième princesse. Nathalie a suffisamment ruiné la réputation de Yenfried. Elle l'a révélé comme un tyran, comme un meurtrier, comme un détourneur du trésor impérial, passant par-dessus sa tête.
Le dernier article sur l'empoisonnement l'a complètement rendu fou. Il ordonna que le griffonneur soit immédiatement retrouvé et emmené au palais. Carnephélia se souvient que dans sa vie antérieure, Nathalie avait été décapitée pour avoir profané la réputation de la famille royale. Pour l'instant, Yenfried ne pensait qu'à la soudoyer, comme le reste des journalistes. Mais le personnage de Nathalie n'était pas comme ça. Elle voulait la vérité et la justice. Harrilettina était satisfaite des dernières nouvelles. Elle était amusée par le fait que l'impératrice se précipitait maintenant sur le journal, et Yenfried était hors de lui de rage. Elle se sentait seulement désolée pour l'empereur, qui ne voulait pas que des querelles familiales éclatent. Mais les rumeurs se répandent comme un feu dans le foin. Carnephélia avait une autre réunion prévue avec Sa Majesté. Elle voulait libérer ses servantes, elles aussi emprisonnées, comme la nounou. L'empereur était en colère. Il lui reprochait de propager des rumeurs à travers le journal. Mais Carnephélia a assuré que ce n'était pas elle. Elle n'en tire aucun bénéfice. L'empereur devint pensif et le crut sur parole. Il a demandé à ce que le journal détesté soit mis hors de vue. Il pouvait désormais écouter Carnephélia. La princesse a demandé sa vie. L'empereur fut surpris, il ne voulait pas la tuer. Mais elle a ajouté cela à son serviteur qui est maintenant en prison. Kired considérait que c'était sa servante et qu'elle pouvait faire d'elle ce qu'elle voulait. En retour, il m'a demandé de répondre à une question curieuse. Alors qu'elle gisait inconsciente, une lueur dorée fut remarquée depuis la fenêtre de sa chambre. Ne sait-elle pas ce que c'était? Peut-être qu'elle a des suppositions à ce sujet? La princesse ne voulait pas que quiconque sache le lien entre la maison Svenbach et sa guérison. Elle a répondu que cela pourrait être le reflet du palais doré. L'empereur accepta. Cela semblait vrai. Carnephélia espérait qu'il ne devinerait jamais l'aide de Preta Svenbach. La princesse redescendit dans le donjon. Elle salua ses serviteurs. Ce fut une surprise pour ceux qui la voyaient. Seuls 3 étaient sincèrement heureux. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle était plus inquiète pour sa maîtresse que du fait qu'elle soit envoyée en prison. Yenfried apparut aussitôt. Il s'attendait à ce que cette servante subisse le même sort que la nounou. Mais Carnephélia s'empressa de le décevoir. Elle allait les laisser partir. Du moins parce qu'elle ne voulait pas faire plaisir à son frère en versant du sang. Yenfried retint sa colère et sa frustration et partit. Carnephélia a ordonné aux gardes de libérer tous ses serviteurs. En retour, elle a demandé de donner le nom du criminel associé à l'empoisonnement. Mais pas à elle, mais à l'impératrice. Throise resta auprès de la princesse. Elle l'a félicitée pour sa miséricorde. Comparée à Yenfried, Carnephélia ressemblait à une dirigeante plus désirable et plus noble. Throise s'intéressait également à l'endroit où la princesse vivrait désormais. Après tout, son palais a brûlé ce jour-là. Elle espérait un nouveau palais luxueux pour sa maîtresse. Pendant le déjeuner avec Harrilettina, Carnephélia a remarqué qu'elle n'était pas d'humeur. Elle était réfléchie. Elle avait l'air triste. Quelque chose la dérangeait. Harrilettina a conseillé à la princesse de bien manger et de reprendre des forces. Elle a expliqué à haute voix que Carnephélie devait rester dans le palais impérial pour des raisons de sécurité. Harrilettina a résolument déclaré qu'elle parlerait d'un endroit où vivre pour Carnephélia avec Sa Majesté. Elle avait déjà des idées. La princesse pensait qu'elle commencerait immédiatement à aménager son palais. Harrilettina rit. Elle envisageait d'emménager bientôt avec l'empereur. Après de nombreuses années de chagrin et de solitude, Harrilettina a recommencé à vivre. Ses relations avec l'empereur s'améliorèrent. Et après le banquet, on se souvint à nouveau d'elle dans la société. Elle prenait soin de Carnephélia comme si elle était son propre enfant qui lui avait été enlevé. À côté d'elle, la princesse commençait à se sentir comme une enfant. Après avoir nourri Carnephélia, Harrilettina l'a laissé dormir un peu. Après avoir dormi, ils allaient rendre visite à l'empereur. Kired a offert à Carnephélie le palais de Ruby comme son propre monastère. Harrilettina n'aimait pas cette idée. Le Ruby Palace a été construit spécialement pour Daisella. L'impératrice lui propose de se blanchir devant la société suite à des rumeurs d'empoisonnement. Harrilettina a suggéré le palais de Platine. Mais l'empereur refusa catégoriquement. Le Platine n'ira ni à Yenfried ni à Carnephélia. Carnephélia demanda alors la permission de quitter le palais. Si la question de son habitat reste entière. Carnephélia s'apprêtait à partir. C'était la première fois qu'elle sortait du palais. Pour sa sécurité, un gardien lui a été assigné. Throise et 2 autres serviteurs l'accompagnaient également. Carnephélia devait rentrer au palais avant le coucher du soleil. La princesse monta dans la voiture et partit. Yenfried la suivit des yeux. Il s'approcha du chambellan et lui demanda où était allée la princesse. Il répondit que son Altesse voulait se rendre au mont Crubel pour prier. Le prince Yenfried a regretté de ne pas pouvoir accompagner la princesse.
La route menant à la montagne est dangereuse, surtout par mauvais temps. Le prince était sûr que cette voie avait été choisie par Carnephélia pour une raison. Évidemment pas pour la prière. Et il était curieux de savoir ce que faisait sa sœur. Selon la légende, des esprits vivent sur le mont Crubel. Ils y allèrent prier pour les morts. À cet effet, des tours étaient construites en pierre comme autel de prière. Le chemin n'a pas été facile. La voiture a terriblement tremblé pendant tout le trajet. Pour cette raison, les deux servantes ont demandé de s'arrêter plus tôt pour prier et de ne pas approfondir. Pour cela, ils furent réprimandés par Troie. Elle a soutenu l'hôtesse dans tout, même si je ne comprenais pas pourquoi la princesse regardait par la fenêtre jusqu'au bout. Dès le début du voyage, Carnephélia suivit de près l'un des chevaliers. C'est lui et Troie qui accompagnèrent la princesse pour la prière lorsque la voiture s'arrêta. La princesse construisit une tour et commença à prier. Troie demanda au chevalier s'il pouvait peut-être faire la même chose en attendant la princesse. Le chevalier répondit catégoriquement. Il n'était pas croyant et ne voyait pas l'utilité de prier pour les morts. Troie la fait taire pour garder la voix basse. Le ciel était couvert. Un orage commençait. La femme de ménage a suggéré de revenir avant que la pluie ne s'aggrave. Carnephélia était d'accord. Mais sur le chemin du retour, il y a eu un glissement de terrain dû à la pluie et un arbre est tombé. La route était complètement bloquée. Il était impossible de passer à travers. Les servantes commencèrent à paniquer. Ils ne savaient plus quoi faire maintenant. Et seule Carnephélia était calme et souriait même légèrement. Après tout se déroulait comme prévu.